Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Un invité exceptionnel ce soir, c'est le chef économiste du FMI, du Fonds monétaire international, qui est avec nous. Bonsoir Pierre-Olivier Gorincha, merci d'être là. Merci de m'avoir. Vous êtes de passage à Paris, donc on en a profité. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions, que l'actualité, elle est là, qui montre que non seulement l'économie mondiale subit des chocs dus à la guerre commerciale, mais surtout est secouée par la guerre en Ukraine et en ce moment par le conflit entre Israël et l'Iran. On voit bien qu'il y a des conséquences, notamment sur le prix du pétrole. Est-ce que on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Après, on parlera de la France sous tutelle financière, du FMI sous votre tutelle financière. Est-ce que c'est un scénario crédible ou pas? On reviendra sur les moteurs de croissance, l'Inde, la Chine. Que se passe-t-il aux États-Unis? Vous voyez, beaucoup de questions. Mais là, quand même, tout de suite, lorsque vous observez ce qui se passe, on attend la réaction de Donald Trump, qui a quitté le G7 précipitamment. On attend de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. On dit qu'il appelle l'Iran à capituler sans condition. En tous les cas, est-ce qu'on va vers un choc pétrolier ou pas? Alors, l'effet, tout d'abord, on a vu les prix du pétrole qui sont remontés. Ils étaient aux alentours de 65 $ le baril. Ils sont maintenant aux alentours de 75 $ le baril. C'est une hausse qui reste modérée. On était à peu près à 75 $ le baril en début d'année, jusqu'au début du mois d'avril à peu près. Donc, de ce point de vue-là, la baisse des prix du pétrole qui s'est produite entre avril et début juin, c'était un facteur de soutien à l'économie mondiale. C'est quelque chose qui aidait l'inflation à baisser peut-être encore un peu plus rapidement que ce qu'elle ne faisait déjà. L'inflation, ça, c'est plutôt le bon point du tableau de bord pour l'instant, mais la baisse des prix du pétrole aidait. Et puis ça venait soutenir un petit peu l'activité dans les pays importateurs de pétrole. Donc on a un petit peu un retour en arrière. Je dirais que c'est un facteur supplémentaire d'incertitude dans un monde qui est déjà très incertain. On a, vous l'avez mentionné, la guerre tarifaire entre les États-Unis et un certain nombre de pays, les négociations, je devrais dire, les négociations bilatérales qui ont lieu. Oui. On a donc des chocs géopolitiques. On a une situation de guerre ouverte encore en Europe. On sort de chocs successifs. On a une économie qui a été un petit peu fragilisée par tous les chocs qu'elle a subis depuis 2020, depuis le Covid, l'inflation, les prix de l'énergie. Et donc maintenant, il y a un risque. Pour l'instant, nous surveillons ça, nous regardons comment les choses se développent. Le prix du pétrole à 75 $ le baril n'est pas à un niveau qui est actuellement inquiétant. Mais évidemment, les choses peuvent changer. Le niveau inquiétant, pour reprendre votre expression, c'est quoi? Au-delà de 100, 110, 120, comme on l'a connu? Je crois qu'il y a une augmentation très rapide des prix du pétrole dans un laps de temps très court. Je crois que ça va commencer à poser des problèmes pour un certain nombre d'économies, mais je ne vais pas donner un chiffre seuil, parce que je pense que c'est plus continu que ça comme processus. D'accord. Est-ce que vous voyez un impact? On reviendra sur les prévisions de croissance que vous avez revues, mais il n'y a pas que vous, le FMI, le CDE, la Banque mondiale, revues à la baisse, donc les prévisions de croissance. Est-ce que là, c'est un facteur de révision à la baisse de la croissance mondiale? C'est plutôt un facteur de révision à la baisse. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait nos prévisions en avril, donc si je reviens en avril, lorsqu'on a publié nos dernières prévisions, on voyait une croissance de l'économie mondiale à 2,8%, qui est un des niveaux les plus bas hors crise. Donc c'est pas glorieux, c'est pas une crise, mais c'est pas glorieux. Et évidemment, un des facteurs qui a conduit à cette révision, c'est d'une part un ralentissement de l'activité aux États-Unis qui était déjà là avant la guerre commerciale, mais ensuite c'est l'effet de la guerre commerciale, l'augmentation des tarifs, l'incertitude qui allait avec, tout ça qui a pesé sur nos prévisions de croissance pour tous les pays du monde. C'est sur la Chine, sur la zone euro, sur les pays émergents, toutes les régions étaient révisées à la baisse. Donc dans ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du mois d'avril? C'est qu'on a vu en fait des négociations qui ont commencé à se mettre en place, une pause dans la mise en place des tarifs. Donc les tarifs les plus élevés qui ont été annoncés n'ont pas été appliqués. Pour l'instant, on est dans une situation qui est dans l'entre-deux, je dirais. Donc dans cet entre-deux, les prévisions de croissance, on aurait plutôt tendance à dire qu'elles vont être peut-être un peu révisées à la hausse parce que finalement la guerre commerciale on n'est pas dans le scénario du pire. Et évidemment, si on a des chocs externes supplémentaires, que ce soit un choc pétrolier ou ailleurs, ça va continuer à obérer la croissance un peu plus. Le fait d'avoir ce nouveau front géopolitique entre Israël et l'Iran, c'est un facteur très négatif. C'est un facteur potentiellement négatif. Alors, il faut voir qu'on a eu une augmentation brève, assez courte des prix du pétrole au moment d'octobre 2023, qui n'a pas pesé tellement sur la croissance à ce moment-là. Donc, il faut rester prudent et attendre de voir comment les choses vont se développer.
Qu'est-ce que vous attendiez du G7? Parce qu'en ce moment, il y a le G7 donc, qui a ouvert ses portes au Canada. On a vu donc Donald Trump partir précipitamment. Je ne sais pas quelle lecture vous en faites. Mais vous attendez quelque chose de ce G7 ou rien? Le G7 est un forum où les dirigeants des pays concernés peuvent discuter des sujets qui les préoccupent de manière commune. Il y en a un certain nombre. Et moi, j'ai envie de dire que du point de vue de l'économie mondiale, qui est mon sujet de prédilection, je dirais, bien, il s'agit d'avancer et d'aboutir dans les négociations commerciales, d'arriver à des règles assez claires, assez transparentes sur ce qui va se passer sur les tarifs douaniers, pour que les entreprises, pour que l'activité économique puisse repartir et qu'on puisse lever ce fardeau d'incertitude qui pèse sur l'économie mondiale actuellement. Oui. Ah ben justement, on va parler du choc de cette guerre commerciale qui est menée par Trump, avec l'impact que ça a eu sur la croissance, parce que comme vous dites, en fait, c'est moins les annonces qu'il a faites, c'est l'instabilité que ça crée, qui est en fait déroute. Je vois bien, je reçois beaucoup de chefs d'entreprise ici qui me disent, nous, on est sur mode pause par rapport aux investissements. Est-ce que, d'abord, vous avez là le sentiment que, notamment lorsqu'on voit l'accord partiel, intermédiaire avec la Chine, on va plutôt dans le bon sens? Et quelle lecture vous faites, vous, en tant que chef économiste du FMI, de cette politique menée par Donald Trump? Est-ce que c'est du protectionnisme pur et dur, ou alors c'est toujours son côté un peu bargaining, c'est-à-dire que je te menace, puis si tu rentres dans mon jeu et que tu abaisses certains tarifs douaniers, pardon, à ce moment-là, tu ouvres tes marchés, à ce moment-là, on fait un deal et puis c'est bon. Quelle lecture vous faites? Alors sur le premier point, je voudrais revenir d'abord sur une chose, c'est que ce qu'on a vu dans le premier trimestre de cette année, 2025, en fait, on a vu, alors qu'il y avait l'anticipation qu'il allait potentiellement avoir des tarifs, on a vu une très forte augmentation du commerce international. En fait, c'est assez surprenant, c'est alors qu'on était sur le point d'avoir une guerre commerciale. Parce qu'on était sur le point, comme vous dites. Il y a une accélération du commerce qui s'est produite sur le premier trimestre, qui continue un petit peu maintenant. On a vu énormément d'augmentation des importations. On voit les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine sont en train de baisser. Ça, c'est tout à fait clair. Mais par contre, on voit des flux commerciaux qui s'établissent vers d'autres destinations, par l'intermédiaire de pays tiers qui vont ensuite eux-mêmes peut-être procéder à une partie de la chaîne de production et ensuite réexporter soit vers les États-Unis ou ailleurs. Donc le commerce international est pour l'instant assez robuste, même si on est dans une situation où les tarifs imposés par les États-Unis ont augmenté. Alors la motivation, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que de notre point de vue, ce qui est très clair, c'est que le processus de globalisation, d'intégration des marchés de biens et de services qu'on a connu depuis 30, 40 ans, c'est quelque chose qui était un des facteurs de prospérité très important au niveau global. Mais au-delà de ce niveau global, dans certains pays, en particulier dans les pays, les économies avancées, les pays développés, il y a eu des facteurs de tension, c'est-à-dire qu'il y a eu des secteurs qui ont été mis sous pression. Il y a eu des pertes d'emplois dans certains secteurs manufacturiers qui ont pu être concentrés. Et donc, on accuse parfois la globalisation d'être responsable de la désindustrialisation. Ah oui. Et elle a probablement contribué à la désindustrialisation, et c'était très visible après l'entrée de la Chine sur les marchés internationaux, parce que la Chine était devenue très rapidement tellement importante, d'une taille tellement importante que ça a eu un impact sur un certain nombre de secteurs industriels dans les économies, les pays développés. Mais il faut prendre un peu de recul et s'apercevoir que le processus qui est en cours, la globalisation, a contribué pour relativement peu. Ce qui est derrière tout ça, c'est le progrès technologique, c'est l'automatisation, c'est le fait qu'on produit tout autant de biens manufacturiers avec moins de travailleurs. Et on n'a pas assez accompagné à la fois par l'intermédiaire du progrès technique ou de la globalisation, on n'a pas assez accompagné les secteurs qui étaient mis sous tension, qui étaient en situation de licenciement massif, qui étaient en situation de déclin relatif. Et donc, il y a eu une émergence politique d'un refus de ces processus-là. L'administration américaine actuelle, elle s'est bâtie en partie là-dessus. Donc ensuite, la manière dont ils conduisent les négociations commerciales, c'est à la fois pour essayer de rétablir, de notre point de vue, c'est quelque chose qui a très peu de chances d'arriver parce que le train a quitté la gare, donc il y a très peu de chances d'arriver, mais c'est pour essayer de rebâtir une forme de socle industriel aux États-Unis et en même temps, effectivement, négocier des accords qui garantissent l'accès au marché des industries américaines. Est-ce que ça marche, Pierre-Olivier Gouin-Charles? Est-ce que vous voyez des résultats? Vous habitez Washington. Est-ce que ça marche
Est-ce qu'il y a quelque chose de positif depuis le mois de janvier? Écoutez, du point de vue d'un point de vue des chiffres, hein, du point de vue des l'économie, chiffres, oui. nous, ce que nous anticipons, c'est que la mise en place de tarifs par les États-Unis, c'est quelque chose qui va venir ralentir encore plus la croissance américaine qui était déjà en train de se ralentir. Alors, il partait d'un niveau assez élevé, il y avait eu beaucoup de croissance de la productivité, etc. Donc, ça ne va pas être une bonne chose au niveau global, ni pour les États-Unis, ni pour les autres. Mais ça répond à d'autres impératifs. Juste un mot sur cette taxe éventuellement, cette taxe 899 qu'on appelle Big Beautiful Bill, le 3B. Est-ce que c'est qui serait une taxe qui pourrait être mise en place, qui est en discussion actuellement au Congrès, mise en place sur des entreprises, notamment françaises, mais aussi d'autres acteurs, s'ils ne produisent pas aux États-Unis? Qu'est-ce que ça a comme impact pour nous? Alors, il faut attendre de voir qu'est-ce qui va être négocié par le Sénat, puis le processus de réconciliation entre la Chambre et le Sénat. Mais il est évident que les États-Unis, ayant un déficit commercial, c'est un pays qui a besoin d'avoir des apports de capitaux du reste du monde. Ce n'est pas un pays qui exporte des capitaux. Les capitaux viennent aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, ce qui est très clair, c'est que garantir la stabilité et le rendement des investisseurs, c'est une question de premier ordre. Donc, je pense qu'assez rapidement, l'administration américaine va vouloir rassurer les investisseurs sur ces questions-là. Ouais. Alors maintenant, on l'a vu, l'impact sur la croissance, elle est là. On a vu, donc, je le disais, toutes les grandes institutions revoir à la baisse leurs prévisions, dont évidemment le FMI. La question aujourd'hui, c'était l'économie américaine qui était la croissance, le moteur de la croissance mondiale. Aujourd'hui, où est-ce que vous les trouvez, quoi? C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est pas l'Europe, malheureusement. C'est quoi? C'est où? Alors, en fait, toutes les régions du monde ont vu leurs prévisions de croissance révisées à la baisse. Oui. Donc l'ordre relatif a relativement peu changé, je dirais. Alors le ralentissement est plus fort aux États-Unis, mais pour des raisons que je mentionnais, c'est-à-dire qu'il y a un aspect un peu cyclique. Ils ont eu une très forte année en 2024. On s'attendait à ce qu'il y ait déjà un ralentissement et il est en cours. Donc on prévoit, par exemple, pour les États-Unis, une croissance à 1,8%. Ils étaient, donc c'est un ralentissement assez notable. Et les tarifs, la mise en place de tarifs, s'ils continuent à être appliqués, va peser sur la croissance américaine. Mais on voit un impact. Oui, jusqu'à quoi? 1,5? Jusqu'à où est-ce qu'on... Alors c'est déjà pris en compte, le 1,8. D'accord, mais il n'y a pas d'autres, si ça dure trop longtemps, cette instabilité? Alors après, il faudra voir, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les tarifs sont mis en place, progressivement, les entreprises vont s'organiser, les chaînes de production vont se réorganiser, peut-être que l'effet sera... il y aura un petit rattrapage peut-être plus tard, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Mais dans l'immédiat, l'effet des tarifs est négatif sur la croissance. Et il est négatif sur la croissance en Europe aussi, puisqu'il y a un aspect incertitude. On n'est pas très exposé directement. Les États-Unis sont un partenaire commercial important, mais néanmoins, par rapport à la taille de l'économie européenne, ça n'est pas un facteur premier. Mais l'incertitude dont vous parliez, le fait que les chefs d'entreprise vont suspendre les décisions d'investissement, les ménages vont peut-être se dire tiens, les choses sont se passent un petit peu moins bien que prévu, peut-être que je ne vais pas consommer tout de suite, je vais peut-être épargner un petit peu plus. Ces facteurs-là, ils jouent et ils viennent ralentir la croissance. La Chine, elle subit aussi le choc des tarifs de plein fouet. Alors, ils ont mis en place des mesures de soutien budgétaire qui viennent compenser en partie. Et donc, le ralentissement de la croissance chinoise, qui est d'à peu près 0,6%, reste quand même encore plus modéré que s'il y avait simplement les tarifs eux-mêmes. Mais il y a un ralentissement aussi en Chine, il y a un ralentissement en Inde, il y a un ralentissement dans toutes les régions. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de relais de croissance aujourd'hui pour l'économie mondiale. Les relais de croissance, non, effectivement. Alors, pas très encourageant. Non, mais alors pour pivoter vers... donc, il faut appeler de la croissance. Il faut appeler la croissance. Et une des régions qui a besoin de croissance, c'est l'Europe. Ouais. On va y venir, oui, bien sûr. Oui. Juste une question avant d'arriver à l'Europe. On voit bien qu'il y a un risque financier très important, notamment sur la dette privée. Et lorsqu'on regarde la dette américaine, c'est gigantesque. Lorsqu'on regarde la dette française, c'est aussi gigantesque. Est-ce qu'il faut, certains disent, vous les entendez aussi, notamment à gauche chez nous, qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de rembourser cette dette finalement? On réemprunte et puis finalement, in fine, on ne rembourse rien. Oui, alors ça, c'est déjà ce qu'on fait. Hein. On ne rembourse jamais la dette. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut stabiliser la dette, ça ne veut pas dire qu'il faut ramener la dette à zéro. Ça veut dire que dans les calculs de stabilisation de la dette qui sont faits par le FMI ou par Bercy en France ou par la Commission européenne, on essaie de regarder l'excédent budgétaire qui est nécessaire, non pas
pour ramener la dette à zéro, mais pour la stabiliser au niveau où elle est, qui est déjà élevé. Donc on est déjà dans ce cas de figure. Oui, d'accord. Non, mais ma question c'était plus, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un vrai risque, est-ce qu'il y a cette épée de Damoclès de cette montagne de dette au-dessus de nous sur l'économie mondiale? Est-ce qu'il y a un risque financier comme on l'a connu en 2007, en 2008? Alors, on a le système financier, prenons la partie financière d'abord. Le système financier est dans une situation beaucoup plus robuste qu'il ne l'était en 2008. Les banques, les institutions financières sont surveillées de manière plus rigoureuse. Il y a tout un volet régulatoire qui est en place, qui a été mis en place depuis 2008. Et donc, les risques financiers de ce point de vue-là sont moindres. Au niveau de la dette, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pays, on voit bien avec les chocs type Covid ou chocs énergétiques, les pays peuvent avoir besoin d'engager la dépense publique très rapidement pour soutenir leur économie, soutenir les ménages, soutenir les entreprises. Ça peut vouloir dire que du jour au lendemain, il faut déployer 10 à 15 points de PIB pour pouvoir faire face. Or, ces 10 à 15 points de PIB, lorsqu'il faut les engager, il va falloir les emprunter au marché. Et donc la question, c'est est-ce que le marché est prêt à absorber ces 10 à 15 points de PIB en plus de ce qu'il est déjà en train de prendre chaque année au fil de l'eau parce qu'on ne rembourse pas et qu'on ne fait que réémettre. Et c'est la question qui se pose. Et votre réponse, à un certain niveau, ça devient difficile, ça devient compliqué, les marchés peuvent devenir frileux. Et est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? Alors, pas encore. On ne l'a pas encore atteint en France, mais au niveau des économies des États-Unis, on l'a vu, il a failli avoir il y a eu un choc obligataire il y a quelques semaines. Il y a eu une incertitude, effectivement, une remontée des taux. On a vu une remontée des taux américains. Parce que, justement, les marchés commencent à regarder les encours de dette, et non seulement les encours de dette aujourd'hui, le niveau de la dette par rapport au PIB n'est pas très éloigné de celui de la France, mais c'est plutôt sur le sentier. C'est-à-dire le sentier aux États-Unis continue à monter, à monter, à monter. À un moment donné, ça ne va plus pouvoir continuer. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons dit, nous avons alerté là-dessus. En France, c'est très important de la même manière que le sentier soit corrigé pour qu'on ne soit pas sur un niveau de dette qui augmente sans perspective de redressement. Mais vous ne voyez pas un risque financier au niveau mondial? Alors, non, le système, sauf s'il y avait un nouveau Covid, sauf s'il y avait de nouveau un choc considérable. Alors, on ne peut jamais vraiment prévoir à 100%, je pense qu'il faut être modeste. Ce que l'on voit actuellement, c'est que le système bancaire est en assez bonne santé, il est assez solide et il a des liquidités, des capitaux qui sont assez importants. Il y a une question qui peut se poser sur le système, ce qu'on appelle les institutions non bancaires, qui font aussi du crédit, que ce soit ou qui font de l'intermédiation, que ce soit des compagnies d'assurance, que ce soit des fonds de placement, etc. Là-dessus, on a beaucoup moins de visibilité. Donc il faut regarder, il faut essayer de voir, essayer de mesurer s'il y a de la concentration du risque, si ça touche le système financier, le système des paiements. Donc là-dessus, je crois qu'on est sur le système bancaire, c'est à peu près clair. Sur le système non bancaire, on est vigilant. Et alors, c'est pas les régulateurs, les banques centrales regardent et on essaye d'en savoir plus. On n'a pas une clarté complète. Là où il y a un point, à défaut de risque, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude, bien sûr. Il faut toujours rester vigilant. Nous, on est payé pour être inquiets. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est les marchés financiers eux-mêmes. Or là, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les États-Unis, les marchés actions, par exemple, ils ont effacé le choc des tarifs douaniers du début d'avril. On est revenu à des niveaux de valorisation qui sont à peu près similaires à ce qu'on avait avant. Alors de ce point de vue-là, on peut se poser la question, on peut se dire comment ces marchés-là voient l'avenir? Est-ce que vraiment il n'y a aucun effet? Nous, on est sur une autre ligne de lecture. Donc on se dit qu'il y a un risque d'ajustement des marchés, plutôt des marchés actions. Est-ce que ça va se traduire par un risque financier très élevé? Non, mais il y a quand même un risque, il faut être prudent. Ils ont une autre lecture que nous. Ouais, et puis cette divergence de lecture, et à un moment, ça peut faire boum. Alors, la grande question, parce que vous savez que nous sommes en pleine préparation du budget 2026 ici en France, que vous suivez quand même, en plus en étant français, mais en plus, c'est vrai que c'est intéressant pour le FMI. Et la grande question qui hante un peu les esprits, c'est de savoir si la France pourrait être mise sous tutelle financière du FMI, donc par vous, Pierre-Olivier Gourinchas. On a vu la ministre des Comptes publics qui a dit que c'était une possibilité si jamais on ne trouvait pas les 40 milliards d'économies. Il y a aussi Éric Lombard, le ministre de l'économie. Il y a, ici même, je recevais votre prédécesseur Olivier Blanchard, que vous connaissez bien, qui me disait, en fait, la difficulté, c'est qu'il faut revoir toute la protection sociale en France. C'est là où c'est l'essentiel des dépenses. Or, jamais un politique, surtout qu'il y a des échéances électorales très importantes dans les mois à venir, jamais un politique va oser
faire les réformes qu'il faut. Donc il disait, le seul qui pourrait le faire, c'est le FMI. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous rassurer, ou au contraire, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est simplement que nous avons des échanges réguliers avec le gouvernement français. Dans le cadre de nos visites annuelles, en fait, le Fonds monétaire établit un espèce de bilan de santé chaque année avec tous les pays qui sont membres, où on discute des développements macroéconomiques, on discute des politiques qui sont souhaitables, des politiques qui sont prévues, et on a un débat, et puis ça donne lieu à un rapport qui est publié, qui est circulé et qui est rendu public. Nos équipes étaient là dans le courant du mois de mai, elles ont discuté dans le cadre de ces discussions, je dirais, qui ont lieu chaque année. Donc il ne s'agit pas du tout, il n'y a pas de sujet, j'ai envie de dire, actuellement. Il y a des choses à faire. Attendez, on va aller doucement quand même, parce que c'est important ce que vous dites. Vous dites qu'il n'y a pas de sujet actuellement. Non. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait un sujet ? Il y a des mesures qu'il faut prendre, dont on a parlé brièvement, qui concernent le redressement des comptes publics. Et il s'agit d'infléchir la trajectoire de la dette publique, qui continue à monter et qui commence à s'écarter assez largement de nos partenaires européens. Oui. Donc là-dessus, il est très clair que la France ne peut pas jouer sa partition tout seul. Il y a un moment donné, l'accès au marché, il y a un moment donné, le financement de la dette. La question pourrait se poser dans un futur qui n'est pas immédiat. Oui. Mais il faut anticiper, gouverner, c'est prévoir. La question pourrait se poser. Mais j'ai envie de dire, ni demain, ni après-demain, si vraiment rien n'était fait, s'il n'y avait aucune volonté de courber la trajectoire de la dette, évidemment qu'à un moment donné, la question se poserait. Or, ce que j'ai envie de dire, c'est justement, il y a actuellement le gouvernement est très déterminé, veut absolument... Il n'a pas de majorité, une instabilité politique, et le budget 2026, on n'est pas sûr d'en avoir un. Donc, je pense que la France aura un budget, je pense que il faut que la France puisse trouver les économies nécessaires pour arriver à redresser ses comptes. Le chiffre qui est le chiffre annoncé par le gouvernement, c'est-à-dire de trouver à peu près 40 milliards d'économies pour le budget 2026, nous semble tout à fait raisonnable. C'est ce qu'il faut faire. Donc il faut, nous... Mais donc si on n'y arrive pas, si le gouvernement n'y arrive pas, c'est pour vous un gros problème. Mais je reste très confiant que le gouvernement et les différentes parties... Je ne sais pas, nous on suit ça quasiment au jour le jour, on attend toujours. Et puis en plus, surtout, il faut qu'il soit voté. Et rien n'est moins sûr. Nous verrons. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une puissance comme la France, parce que la France est quand même une puissance nucléaire, est-ce qu'on peut mettre sous tutelle financière du FMI une puissance nucléaire ? Je crois que la question ne se pose pas. Je suis tout à fait confiant que le gouvernement et les différents partenaires et les différents partis politiques sauront faire ce qu'il faut. Ah bah, écoutez, personne ne le souhaite. Là, c'est sans doute, vous voyez ça de Washington, mais vu de Paris, rien n'est moins sûr. Hein. Et si on est plutôt, parce qu'en ce moment, on est plutôt sur les 20 milliards, si c'était moins 40 milliards, vous commenceriez à tiquer. Je pense que, si vous voulez, il est très important de vraiment faire un effort important en début d'ajustement. L'image que j'ai envie de prendre, c'est lorsque vous voulez arrêter une voiture qui roule. Vous appuyez sur les freins plus au début qu'à la fin. Donc il s'agit de ralentir le plus rapidement possible. Donc de ce point de vue-là, il ne s'agit pas vraiment d'appuyer sur les freins et de piler immédiatement, mais il faut graduellement amener la voiture à l'arrêt en termes d'accumulation de dette. Il faut arrêter d'accumuler de la dette supplémentaire. Et il faut appuyer sur les freins un petit peu plus au début qu'à la fin. Quand on est presque arrêté, ce n'est pas le moment où on a besoin d'appuyer sur les freins. Donc c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut un effort qui va être soutenu. C'est un effort, évidemment, le gouvernement certainement discutera et négociera, mais il faut un effort qui est important et qui est continu. C'est là-dessus qu'il faut s'engager. Je pense que tous les partenaires... Il faut un choc quand même quelque part, puisqu'on parle de choc. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'avoir un choc pour faire ce qui est nécessaire. Oui, mais c'est toute la difficulté. C'est que vous disiez que les partenaires sociaux et les partis politiques, enfin pour l'instant, on les entend, on les voit, ils ne sont pas du tout sur la même ligne que le gouvernement. Aujourd'hui même, peut-être qu'il y aura un accord ou pas, vous savez, sur la fin du conclave. Je ne sais pas si vous avez suivi ça à Washington, mais c'est un point très important. C'est la question de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut revenir sur la réforme de 2023 ? Si oui, dans quelles conditions ? Sinon,
dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a un accord sur la pénibilité? Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est pas encore conclu, justement. Est-ce que pour vous, la réforme des retraites, telle qu'elle a été conduite, même un peu brutale aux yeux de certains, et aux yeux notamment de beaucoup des Français, est-ce qu'il faut vraiment s'arc-bouter sur cette réforme des retraites? Parce que c'est un signal qui vous est donné au FMI ou qui est donné au marché financier. Mais cette réforme des retraites, elle a des effets, alors, politiquement très compliqués, visiblement, mais néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que ça a été une étape importante. La France a besoin d'augmenter le taux d'emploi de ses seniors, qui est très en dessous de la moyenne européenne. Bien sûr. Elle a besoin de se rapprocher, étant donné l'allongement de l'espérance de vie, un allongement de l'espérance de vie, d'ailleurs on a fait des travaux là-dessus au FMI, qui est un allongement de l'espérance de vie qu'on voit dans les économies développées, mais un peu partout ailleurs, en bonne santé. C'est important de le préciser, que ce n'est pas simplement qu'on a un allongement de la durée de vie, mais c'est un allongement de la durée de vie en bonne santé, avec des capacités cognitives et motrices dont on voit qu'elles ont augmenté au cours du temps. Donc, quelque part, des études qu'on a faites, on voit que quand on a à peu près 70 ans maintenant, c'est comme quand on avait 50 ans il y a un quart de siècle, en termes de capacités motrices et cognitives. Donc, il y a un allongement de la durée de vie. On voit que ça pose un problème de stabilité des comptes du système de retraite par répartition. Donc, on voit que tous les pays qui ont fait des réformes, ont allongé l'âge de la retraite parce que c'est évidemment la chose à faire. Et on voudrait avoir une musique un peu différente en France. C'est difficile à comprendre. Donc, de ce point de vue-là, l'augmentation de l'âge de la retraite a aidé à augmenter le taux de participation des seniors dans l'emploi. Ça contribue, d'après nos estimations, à peu près 0,2 de points de croissance potentiel sur les 5 années à venir, ce qui n'est pas négligeable. On est dans une situation où la croissance potentielle en France est de l'ordre de 1%. Donc, passer de 1 à 1,2, c'est 20% de plus. Donc, ça va contribuer à aider, parce que plus de croissance, plus d'activité, c'est plus de recettes fiscales, ça aide les comptes, ça aide à stabiliser tout, ça aide le bien-être des gens. Donc, vous dites qu'il faut la maintenir. Voilà, il faut la maintenir. Pierre-Olivier Gourinchas, encore 2 questions rapidement. Mais d'abord, juste, comment ça se passe lorsque le FMI débarque, supposez qu'il débarque en France, ça se passe comment? Alors d'abord, on ne débarque pas. En général, les autorités d'un pays nous demandent de venir les aider. Donc nous intervenons à la demande des pays qui ont des besoins de La Grèce, vous avez un peu débarqué, non? Non plus, non. Non. Bon, alors bref, comment ça se passe? Donc nous intervenons à la demande des pays qui ont des besoins de financement, en général pour des pays qui n'ont plus accès au marché, donc qui ont un besoin de financement. Personne ne veut leur prêter parce que personne n'a une visibilité sur la capacité à rembourser. Et on va discuter avec les pays, on va leur apporter des liquidités et on va discuter des mesures à mettre en place pour les ramener vers un sentier de croissance. Ça serait quoi, en conclusion, vos préconisations, pour la France et pour l'Europe? Dans les 2 cas, l'analyse des problèmes est à peu près la même. Il faut arriver à mobiliser. On a une région, l'Europe, qui a une épargne colossale, mais qui va aux États-Unis. Elle va aux États-Unis, elle va ailleurs. Une partie va sur les comptes de dépôt en Europe aussi, je vous rassure. Mais il faut arriver à la mobiliser. Il faut arriver à financer l'investissement productif, financer l'innovation, financer la recherche et le développement. Pour ça, il faut intégrer les marchés de capitaux. Pour ça, il faut arriver à compléter. En fait, on a une union incomplète. On a une union du marché des biens, on a une union des marchés de services, on a une union des marchés de capitaux qui est incomplète. Il faut arriver à intégrer ces choses-là. Ce sera un des vecteurs de croissance de l'Europe. Ce sera un vecteur qui permettra à l'Europe de faire face à ces défis en termes d'indépendance énergétique, en termes d'indépendance stratégique, et qui lui permettra d'être à la pointe en termes d'innovation, de recherche et donc de croissance future. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Gourinchas. Je ne sais pas si vous nous avez complètement rassurés ou pas. Enfin, en tous les cas, vous avez donné vos explications, mais on a bien compris qu'il fallait que la France montre qu'elle était capable, qu'il y a une sorte de choc par rapport à sa trajectoire financière. On a bien compris le message. Merci beaucoup. Merci d'être passé par les studios de BFM Business. Et puis, on se retrouvera à Aix-en-Provence à l'occasion des rencontres économiques. Et tout de suite, vous retrouvez justement, pour tout décrypter, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts.